Dom, je suis ravi de t'interviewer sur les 10 ans de Fort Récup, sur toi de manière générale, parce que ça fait plusieurs années que je te connais, mais pas depuis 10 ans non plus. Et l'idée de cette interview d'environ 1 heure, c'est de revenir sur le parcours un peu de Fort Récup et de toi, de comment tu en es venu à monter cette initiative, cette association. Et dans un premier temps, le plus facile, je vais te demander de te présenter pour contextualiser, nous dire qui es-tu. Je m'appelle Dom Tapi, 41 ans, nationalité française et britannique, et un des deux cofondateurs de Fort Récup. Ok. 2 cofondateurs, donc c'est parfait parce que ça fait suite à la question que j'ai, c'est d'où vient cette initiative, de quoi ça part, quelles sont les prémices finalement de Fort Récup. Le point de départ, qu'est-ce qui t'a mené à te dire je vais entreprendre d'une certaine manière, je vais lancer un projet, je vais m'associer avec mon meilleur ami pour monter quelque chose, même si c'est encore flou au début. Quel est le point de départ en fait? Point de départ, donc déjà, point de départ, c'est que Fort Récup, l'association, elle est née un peu plus tard. Oui, oui. Donc le point de départ, c'était un projet tout au début sans définition de statut légal, mais plus une vision ou une envie de se lancer, de voir où ça peut mener, découvrir quel statut ça pourrait avoir, devrait avoir, sachant que moi je venais d'arriver en France pas très longtemps avant, et Thomas, du coup, le deuxième cofondateur de ce qui était Récup Paris à la base, est venu des Pays-Bas sans nécessairement des connaissances avancées sur le côté administratif, statut légal. Français ou de manière générale? Français surtout. Ouais, surtout français. Okay. Et puis vu le flou, on va dire, de notre propre projet au début, oui, de voir ce que ça pouvait donner. Mais avant ça, né d'une envie commune de créer un lieu, okay, notre lieu de travail déjà, pour appliquer plein de choses, plein de connaissances, plein de valeurs qu'on partageait sur l'accueil, sur la qualité de l'espace de travail, sur l'attention portée aux détails, sur les matériaux utilisés. Parce que tu voyais ça surtout du côté professionnel. Tu m'avais souvent raconté que dans tes anciens travails, tu rencontrais des personnes hyper intéressantes, voire inspirantes, dans des cadres pas du tout inspirants. Et c'était surtout dans le milieu professionnel, à titre personnel, j'ai envie de dire appartement ou maison, tu te sentais plus en accord avec comment tu aménageais chez toi. C'était surtout dans le milieu professionnel, tu trouvais que les lieux étaient... Je pense qu'on va voyager beaucoup dans le temps dans cette interview. Parce que du coup là où aujourd'hui, nos projets futurs traitent sur les lieux de vie aussi et les lieux de travail, c'est ça. Le point de départ à l'époque était plus sur le lieu de travail que le lieu de vie. Okay. Je pense que moi j'ai fait beaucoup de chemin à titre personnel pour aussi découvrir que les sujets sur matériaux, sur qualité de l'environnement de vie, sur la taille de ton logement, sur la liste des équipements qu'on peut avoir, sur les besoins qu'on peut avoir, elle a beaucoup évolué. Donc le point de départ, il était plus sur les espaces de travail. Et en effet, comme plein de personnes qu'on connaît personnellement et dans nos réseaux professionnels, des gens qui vont à leur bureau et qui ne retrouvent pas nécessairement un environnement de travail qualitatif ou inspirant ou bien pensé. Je pense qu'aujourd'hui, tous les deux, on connaît beaucoup de monde qui est dans ce cas de figure-là, en fait. Et de voir du coup quelle est l'influence du cadre de travail, des bureaux, de ton atelier, de ton studio, sur le travail que tu fais. Okay. Et une envie d'œuvrer là-dedans. Ok, et donc sans savoir nécessairement ce que vous alliez y faire dans ce lieu, le point de départ c'était de se dire on crée un lieu qui ne sera pas chez nous, qui sera plus un lieu où on pourra travailler, accueillir des personnes et autres,
sans savoir nécessairement qu'est-ce que vous alliez faire dedans. Oui, je pense que contrairement à pas mal de projets qui ont une vision ou un business plan dès le début, de dire on va faire telle chose, on va le faire de telle façon, à tel moment, etc. Nous, c'était aussi une aventure, en fait. Donc il y avait ça, c'est peut-être le côté personnel qui nous a menés dans la direction de se dire on lance, on tente. C'est aussi une opportunité, en fait, qui s'est présentée ici, de concrétiser des choses qu'on avait déjà discutées, qu'on avait des endroits qu'on avait visités, des concepts qu'on avait déjà travaillé. Je pense même notamment tout ce qui est container. En fait, on avait déjà fait pas mal de travail conceptuel sur un potentiel lieu, etc. Puis s'est présenté ici une opportunité de s'installer, d'aménager, de rénover un espace qui en soi collait pas nécessairement, pour plein de raisons, à plusieurs des éléments qu'on s'était dit en amont. L'état d'origine, le manque de containers à l'époque, le manque de place pour mettre des containers. On avait même réfléchi sur des tout premiers dessins ou imagination de comment on pourrait aménager, de mettre 1 ou 2 containers dans la casemate. Oui, parce que j'ai pas précisé, mais on est dans la casemate numéro 3 du fort d'Aubervilliers, en région parisienne, qui a été construite en 1843. Et quand tu as découvert ce lieu, c'était en 2014 2014. Fin 2014 Ouais. C'était en hiver, je crois, tu m'avais dit. Ouais. C'est amusant parce qu'on est aussi en hiver, donc c'est vraiment 10 ans pile poil plus tard. Et donc, tu parles de cette opportunité, mais est-ce que avant même que tu découvres, parce que je crois que c'est toi qui as découvert ce lieu, avant que Thomas le voie, tu étais tout seul, avant que tu découvres le fort, Thomas, il n'habitait pas encore en région parisienne, il n'y avait que toi qui était parti des Pays-Bas. Tu travaillais dans quoi? Tu faisais quoi avant de lancer... Quand tu as visité en fait ici, tu travaillais en parallèle? Oui, avant, donc j'étais venu en France pour un poste de directeur des services au marché chez Économie d'énergie, qui est une filiale de Primagaz. Okay. Donc une équipe dédiée à tout ce qui est les économies d'énergie, les certificats d'économie d'énergie aussi, donc dans le monde justement, il y a 10 ans, de la transition écologique au niveau de l'efficacité énergétique, des différentes campagnes et mesures qui pouvaient être menées pour favoriser, encourager des économies d'énergie, et comment ensuite faire fonctionner ces initiatives-là avec le mécanisme de certificat d'économie d'énergie. Ok. Et donc tu travaillais dans ça, tu as découvert le fort, plus ou moins... Oui, alors la transition en soi, elle s'est faite pour des raisons plutôt à titre personnel, en fait, de pas vouloir continuer dans le contexte dans lequel j'évoluais. Okay. Et être en quête de sens, comme tant de gens, ou alors plutôt qu'en quête de sens, en quête de l'opportunité de mettre en application le sens que je pensais peut-être avoir trouvé. Oui, je vois. Mais sans pouvoir concrètement agir dessus, parce que pas d'endroit pour le faire. Oui, et du coup, c'est saisi cette opportunité de prendre en main cet espace, donc la casemate 3 dans un premier temps. Thomas t'a rejoint, et vous avez tous les deux commencé à nettoyer. D'abord, nettoyer... Des semaines, des mois de nettoyage, de bennes, de déchetterie, de découvrir en fait petit à petit aussi cette casemate qui était remplie de déchets en fait, et qui avait été pas laissée à l'abandon, mais qui avait été vraiment bien désaffectée pendant longtemps. Découvrir aussi le lieu en entier, le voisinage. Le fort en entier, oui. Oui, le fort, c'était la première visite que j'ai faite ici, sur laquelle il fallait décider de oui ou non prendre l'espace. Il prenait même pas en compte 1% de ce qu'aujourd'hui on connaît comme étant un peu notre environnement dans lequel on évolue. Parce que le fort, on le rappelle, c'est 37 hectares en tout. Donc entre les murs du fort, même les douves qui comptent dans l'espace, Rachid qui est en haut, les autres voisins, etc. 26 casemates, 2 hangars, beaucoup de choses. Et la gendarmerie à l'époque où vous êtes arrivé, qui était encore là d'ailleurs. Et la gendarmerie qui était encore là. Mais qui était vide. Qui était vide. Qui venait d'être... C'est ça.
évacué, on va dire. Ok, donc vous attaquez ces travaux, vous arrivez à un état plutôt convenable de cette casemate pour y venir plus régulièrement avec un chauffage, pour pouvoir y bosser un peu plus tous les jours et accueillir des personnes. Et du coup, vous commencez par quoi comme, entre guillemets, métier ou activité rémunératrice même d'une certaine manière? Dans les prémices de projet, c'était aussi la recherche de mécanismes et de leviers d'autofinancement entre l'autofinancement que nous on a apporté avec nos ressources financières, matérielles et humaines, et ensuite d'essayer. En fait, le concept de Récup Paris était souvent d'essayer de créer des œuvres d'artisanat et d'art à base de matériaux ou de gisements réemployés en série limitée pour pouvoir les vendre, et avec les recettes de ces ventes, réinvestir dans le projet, dans le lieu, dans les travaux, dans l'équipe, dans les outils. Point de départ très simple, c'était ça. Okay. Et avec pas énormément de gisements à l'époque, pas beaucoup de réseaux parisiens dans le monde du réemploi, ou artistique non plus d'ailleurs, parce que du coup on n'était ni artisan, ni artiste, ni entrepreneur reconnu dans aucun des mondes. Okay. Et très vite heurté aussi à des profils qui te jugent ayant pas fait les beaux-arts, tu n'es pas artiste, ayant pas fait l'école Boulle, tu n'es pas artisan. Voilà. Je vois. Okay. C'était beaucoup d'expérimentation, on s'est beaucoup amusé. J'imagine. Je pense qu'on a fait des belles choses. Je pense que ça se résume aussi. On nous a une ou deux personnes qui nous ont acheté plusieurs œuvres d'art ou même des séries nous ont dit qu'en fin de compte, l'art, être artiste et l'art, à notre échelle bien sûr, parce qu'il y a d'autres échelles comme Rachid, comme Jean-Michel, comme Laurence, comme d'autres, etc. C'est l'art ne vaut que ce que quelqu'un est prêt à payer pour. Donc la légitimité, elle est aussi à un moment donné juste venue de ça. Et même aujourd'hui, même quand nous on en reparle, ou quand j'en reparle avec d'autres gens, qu'on pourrait reprendre ce genre d'activité, parce qu'on a aujourd'hui bien plus de gisements, bien plus intéressants que ce qu'on avait à l'époque. J'ai toujours cette idée de je me considère pas artiste, en tout cas pas artiste dans le sens, on va dire un peu... Et pas du statut en fait. C'est un statut là. C'est un statut, ni du statut, ni de la formation en soi. Ouais. Après, au fil des années, il y a peut-être le fait que tu peux être un créateur d'espace. On en reviendra peut-être après, mais comment tu aménages des espaces, comment tu décores des espaces, comment tu crées des ambiances, comment tu éclaires des espaces, comment tu sonorises des espaces. Ouais. Tout ça, c'est finalement aussi un assemblage de plein de choses qui donne un résultat qui peut être vécu, qui peut être admiré, qui peut être utilisé, qui peut inspirer. Donc pourquoi pas. Est-ce que toi tu appelles être créateur de lieu, on peut dire? Il me semble que tu as mis ces mots-clés pour le définir, et ça me fait penser que souvent c'est résumé par un archi. En fait, moi quand je présente ce qu'on fait, souvent on me dit mais du coup t'es archi? Non. C'est peut-être plus fin que ça. C'est plus fin que juste une case en fait. Oui, clairement. Il faut clairement des notions d'architecture, des notions de décoration, des notions de plomberie, d'élec, de tous les corps de métier que tu peux, d'événementiel, d'accueil, de gestion. Puis ça en revient un peu à cette demoiselle là, la vidéo qu'on avait regardée de TED en fait, qui disait que peut-être que la richesse justement des créateurs de lieux, c'est que ça peut pas être mis dans une case parce que ça réunit tellement d'aspects différents. Ouais. Eh bien, c'est une parfaite transition que même tu aies parlé de cette demoiselle, parce que donc là, tu as parlé de Récup Paris, qui étaient les prémices de Fort Récup. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques comment c'est passé de Récup Paris à Fort Récup. Et on a parlé d'Archi, et il y a Bernard qui a rejoint à ce moment-là. Donc c'est assez coordonné. Et en même temps que tu nous parles du mot tiers-lieu, parce que vous avez choisi ça comme mot à travers Fort Récup en disant que Fort Récup était un tiers-lieu. Et du coup, j'aimerais connaître ton approche du tiers-lieu. On a, en effet, l'équipe initiale s'est agrandie de 2 à 4 avec Bernard et Audrey qui nous ont rejoints suite à une découverte à travers les réseaux sociaux de Bernard, qui lui est entrepreneur, architecte, urbexeur, photographe,
Le fort d'Aubervilliers tient un intérêt particulier dans la communauté des urbexeurs, en tout cas à l'origine. Et qui nous ont contactés, ou qui nous a contactés pour demander s'ils pouvaient venir voir en fait ce qu'on faisait. Notre communication vers le monde extérieur, elle était quand même assez limitée à l'époque, du coup aussi pas nécessairement très facile à comprendre. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Vous êtes dans quel lieu? Ouais, donc lui, il a vu le fort d'Aubervilliers, je suis curieux. Il y a un interlocuteur à qui je peux discuter, même si je comprends rien à ce qu'ils font. Ouais. Du coup, il est un peu venu en mode, je sais pas, mais j'y vais, au moins je peux y aller. C'est ça. Lui, il disait toujours qu'une des premières impressions qu'il avait eues, c'était de retrouver deux mecs en chemise à l'époque, au milieu d'un chantier dans le fort d'Aubervilliers. Puis il y a eu une affinité personnelle très rapide. Nous, on était dans une période compliquée de projet, compliquée de finances, un peu charnière de qu'est-ce qu'on fait, comment on finance ce qu'on fait, en besoin de bras aussi, d'aide sur certains sujets. Et puis, si aujourd'hui on est là, c'est aussi grâce à eux qui ont rejoint l'équipe, qui ont énormément contribué au développement et à la formulation de la suite en fait. Bon, nous on avait déjà fait des travaux ici dans la casemate 3 pour la rendre utilisable, mais il y avait la casemate 4 d'à côté qui était disponible. Alors disponible, elle était remplie de déchets et pas en état de fonctionnement ni rien, mais à fur et à mesure qu'on a découvert comment fonctionne le fort, qui sont les voisins, comment fonctionne ce petit microcosme, on a vu qu'il y avait une opportunité de proposer au moins une suite. Et du coup, de là est venue la formulation d'un espace plus accueillant au public. Et du coup, le statut associatif aussi, c'était dans ce même temps que vous avez transféré d'une SAS qui était récupérée. C'est ça, qui n'avait pas de sens en soi. C'était juste pour avoir un statut, quoi. C'est ça. Et puis aussi, avec le classique d'être mal informé par des services d'accompagnement qui te proposent plein de choses, comme on les voit aujourd'hui dans les pubs YouTube, mais finalement qui finalement dans la réalité terrain savent pas plus que toi souvent, ou pas par rapport à ton projet en tout cas. Et du coup, on a créé l'association Fort Récup avec comme on va dire mot qui encadre tout ça, c'était en effet le tiers-lieu. Vu que c'était aussi, je pense en 2017-2018, c'était un peu un mot qui rentrait de plus en plus dans l'usage des mairies, de la région, de la volonté de créer ou de faciliter ces endroits tellement divers et variés, mais de leur donner un nom commun. Et de là est venue l'association Fort Récup. Vous étiez tous les quatre du coup, quand vous avez fondé Fort Récup. Et donc ça a été dans ce même temps que vous avez eu le contrat d'occupation pour la casemate 4, du moins d'occupation entre guillemets, de remise en état, enfin remise en état de la mettre en état utilisable, quoi, parce que c'était en effet pire qu'ici presque, j'ai l'impression, quand on voit les photos. Et du coup, vous avez encore des mois de chantier, donc vous êtes 4, voire des amis ou des... Oui, du coup, on a pu activer un petit peu plus des membres de notre communauté et des amis qui sont venus aider à différents moments. Puis Bernard, qui lui est architecte, était architecte à l'époque, et architecte, s'est occupé de la casquette de chef de chantier, pour dessiner, pour préparer, pour chiffrer, pour s'imaginer, pour projeter aussi. Pour pouvoir avoir un dossier avec des visuels qu'on a pu présenter au propriétaire. Voilà ce qu'on va faire. Et Audrey, qui était architecte, mais qui était déjà plus ou moins en train d'être reconvertie dans tout ce qui était codage, je sais pas si c'est le métier. Informatique. Métier informatique, etc. Mais qui du coup a énormément mis ses compétences au service du projet. Trop bien. Ok. Je voudrais juste qu'on appuie un peu plus sur le mot tiers-lieu, parce que tu l'as employé en disant qu'à cette époque, donc 2017-2018, ça commençait à entrer un peu dans le langage et que ça définissait quelque chose sans être une case très précise, même si très souvent il y avait le mot coworking, Fab Lab, il y avait quand même des courants
qui se rejoignaient à cet aspect de tiers-lieu, alors que je pense que toi, et sans doute que c'était partagé avec Thomas, votre rapport au tiers-lieu, c'était plus anglo-saxon, ou peut-être que toi? Je pense qu'il y a un besoin et une envie de mettre des mots et des cases sur les choses pour rendre plus compréhensible à un propriétaire, à une mairie, quelles sont tes activités. Ok. Je pense nous n'avait pas nécessairement besoin de définir aussi précisément les choses, sachant que, et on l'a vu dans les années d'après, qu'en fait nos espaces ils servent à tellement de choses différentes que de juste dire coworking ou atelier partagé ou Fab Lab. Pour nous, en tout cas, c'était relativement limitant, mais ça aide à ton interlocuteur à comprendre et du coup à avoir moins peur de qu'est-ce que tu es en train de faire, en fait. Ok. Et du coup, le tiers-lieu, c'est quoi pour toi? Même si ça pourrait être une interview juste sur ce sujet, mais... Strictement parlé, c'est des lieux du coup qui sont ni chez toi, ni strictement parlé de ton travail. C'est un peu des lieux interstices. Et on le voit aussi que ça peut devenir un lieu de vie. Les lignes sont relativement floues. Je pense qu'il y a autant de définitions de ce que c'est un tiers-lieu qu'il y a de tiers-lieux, ne serait-ce qu'en France. Ok. Artisanat, artistique, son, médical, sanitaire, pour personnes âgées, pour personnes jeunes, pour personnes en handicap. Peut-être qu'il y a des fils rouges qui réunissent ou des thématiques. Ça dépend aussi des porteurs de projets, ça dépend de où. Pas chaque lieu se prête à chaque chose, pas chaque ville ou chaque endroit a besoin des mêmes choses. Il y a des tiers-lieux qui sont des bâtiments relativement neufs, d'autres c'est des bâtiments patrimoine, d'autres c'est des bâtiments modulaires. C'est toujours très spécifique, comme tu dis, il n'y a pas un tiers-lieu qui se ressemble à un autre. Il y a des méthodologies. Et même la définition chez nous, elle a évolué dans le temps, parce que les règles du lieu ont changé, du lieu du Fort d'Aubervilliers, que l'accessibilité a changé, que l'acceptation politique locale a grandi. Du coup, une envie d'avoir des tiers-lieux. On s'est adapté aussi aux réalités de terrain, aux envies et aux besoins locaux. Il y a des modèles économiques de tiers-lieux qui fonctionnent avec guinguettes, sans guinguettes, avec bar, avec Fab Lab, sans Fab Lab, avec événementiel, sans événementiel. Je pense que nous, on s'est adapté à nos envies, on s'est adapté au lieu. Oui, du sur-mesure. C'est sur mesure. Ok. Puis on l'a vu plus tard quand on s'est lancé dans d'autres tiers-lieux aussi, quand on a essayé de monter d'autres tiers-lieux. Du coup, tu fais pas un copier-coller de ton premier projet. Je vois. J'allais justement te demander de nous raconter en un peu résumé, depuis que du coup vous avez ouvert à côté, quelles ont été un peu les grandes étapes de projet. L'équipe a évolué, les activités ont évolué, parce qu'au début vous êtes présenté plus comme un coworking, vous accueilliez des télétravailleurs, et puis finalement ça a pris une autre forme, et comme tu l'as mentionné. Alors à l'époque où on a ouvert le coworking, le concept du télétravail était relativement mal vu et méconnu. C'était vraiment plus des indépendants d'ailleurs, du coup. Oui, ils n'avaient pas de bureau chez eux et ils n'avaient pas d'agence nécessairement non plus. Quoi. Ça a changé pendant la crise sanitaire, que le concept du télétravail a été fortement démocratisé, autorisé, encouragé. Ok. Parce que ce que je n'ai pas mentionné aussi, c'est que vous avez commencé par la casemate 3, puis la casemate 4. Petit à petit, vous avez créé un espace extérieur en face des casemates qui, mine de rien, a aussi participé à certains des projets qui sont nés dans l'association. J'ai envie de dire que heureusement qu'on a travaillé l'extérieur depuis qu'on est arrivé, parce que ça nous a permis beaucoup de choses. Ça a aussi contribué fortement à l'attractivité du lieu. Ok. Pour nos usagers, pour les événements, d'avoir des espaces verts grands, calmes, qui permettent de travailler en extérieur, qui permettent de se poser en extérieur. Ouais. Et tout ça, on n'a pas dit, mais à 5 minutes de Paris, de Porte de la Villette. C'est ça. C'est aussi ça qui est assez impressionnant.
Donc, Les étapes de projet. ouais. Je ne sais pas s'il y a des grandes étapes de projet. On a été relativement organique, on va dire, dans notre progression, parce que l'équipe a changé, des gens se sont greffés au projet, des amis sont devenus membres de l'équipe, qui se sont ensuite lancés dans d'autres projets. On a des coworkers qui se sont impliqués plus dans l'association. D'autres sont partis. D'autres sont partis, des nouveaux coworkers sont venus. On a pu travailler plus le côté événementiel d'entreprise, qu'on n'avait pas fait autant que ça quand on essayait d'avancer sur le coworking. C'est aussi beaucoup d'expérimentation. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui contribue à un modèle économique viable pour l'association? Pour l'équipe aussi, les envies, parce que ça c'est aussi le point de départ. Ouais. Surtout dans le fonctionnement de notre association, ça a toujours été guidé par les envies des membres qui s'impliquent le plus, parce que sinon Oui. sinon c'est pas possible en fait. Parce que pareil, on n'a pas mentionné, mais Fort Récup est une association, j'ai envie de dire presque non subventionnée depuis le début, hormis une subvention qu'il y a eu il y a 1 an ou 2, pour un projet très spécifique de l'association. Donc tout a fonctionné en fonds propres avec des modèles économiques relativement pérennes, parce qu'on est là 10 ans plus tard. Et précaire. Et précaire en même temps. Et c'est là où j'allais en venir, c'est qu'il n'y a pas eu de salariés. Il n'y a jamais eu de salariés dans l'association. Il n'y en aura pas à l'avenir non plus. Et c'était un choix aussi. Quand tu parles, je trouve ça hyper important de le préciser, parce que quand tu parles des envies de ceux qui s'impliquent, etc., ben en fait, quand on dit la réalité, parce que c'est souvent... quand on me demande où je travaille et que je parle de l'association Fort Récup, le raccourci qu'on fait, c'est « Ah ben je suis salarié là-bas ». Ben non, en fait. Mais c'est un choix. Je pense que depuis le tout début, on a toujours essayé, avec les différentes configurations d'équipe, de mettre l'humain au centre de l'activité, et déjà l'humain de l'équipe. Quelles sont tes compétences, quelles sont tes envies. Permettre à d'autres gens de tester des choses, de lancer des choses, sous le chapeautage. Sous le chapeau, on peut dire. Sous le chapeau de Fort Récup, qui permet du coup d'avoir une structure qui a un nom, qui a une réputation, qui a des références, qui a une certaine ancienneté. Exact. Le côté pas de salarié, c'était un choix parce qu'il fallait aussi pas alourdir la charge financière de la structure dans une période, sur un certain nombre d'années, où tu es dans de l'expérimentation de formats, l'expérimentation de nouveaux projets. Et dans aucune visibilité de combien de temps tu vas rester. C'est ça. C'est aussi ça qu'on mentionne pas souvent. Ça n'exclut pas que si on avait pu rester ici à plus long terme, si le tiers-lieu SP 9.3 avait existé, qu'il y aurait eu des façons de construire ça. Je pense que on n'est pas contre en soi. On n'a jamais été contre, c'est juste que les circonstances n'étaient pas réunies et l'équipe a toujours été formée de gens qui ont énormément mis du leur, parce que y avait cette réciprocité aussi le projet te donne beaucoup, te permet beaucoup, t'ouvre beaucoup de portes, t'apporte un lieu que tu peux exploiter, présenter, mettre en avant, dans lequel tu peux essayer des choses. Et tu y mets du tien pour faire exister ce lieu et cette association. Ouais. Tu as mentionné le tiers-lieu Samplon 93, sur lequel Fort Récup a travaillé pendant plus de 2 ans, juste en face du fort, sur une ancienne station essence. Et du coup, ça m'évoque le fait que depuis très longtemps, tu veux travailler avec des containers, et tu l'as mentionné déjà avec Thomas, vous aviez envie, et le fort, ça ne correspondait pas, entre guillemets, à vos attentes, parce qu'il n'y avait déjà pas de containers, donc il y avait déjà des contraintes par rapport à vos envies. Sauf que, moi je suis arrivé justement à la période où Samplon, il y avait une grande étape qui émergeait, c'était l'arrivée des containers que vous aviez déjà acquis, mais dont vous n'aviez pas du tout profité, parce qu'ils étaient juste stockés dans le fort, en soi. Et du coup là, c'était l'étape où les containers vont être vraiment posés dans une belle position pour un projet long terme qui finalement n'a pas duré longtemps, mais qui aurait pu durer très longtemps dans la configuration dans laquelle il avait été lancé. Et donc là, les containers, quoi. Ça y est. Parce qu'on a parlé de l'espace extérieur du jardin,
mais il a permis de mettre des serres, et encore, elles étaient surtout depuis 1920, si mes souvenirs sont bons. Au début, ouais, pendant un an et demi au moins, ou pendant presque un an et demi. Et du coup, les containers, là où ils ont réellement commencé à prendre forme de leur usage, c'était à Samplon 93. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est ce tiers-lieu? Du coup, on a eu, après un certain nombre d'années d'activité ici au fort, et du coup aussi de relations avec l'ancienne mairie, l'opportunité qu'on a cherché aussi, de dire il y a un terrain qu'on voit tous les jours en face de l'entrée du fort qui était une ancienne station-service, Esso, qui était délaissée depuis avant, je pense bien avant que l'on arrive au fort, qui contribuait pas nécessairement à, on va dire, un aspect invitant sur rue. Pas mal d'activités même pas de squat, je pense de trafic de drogue, de trafic humain, de prostitution, etc. Et qu'en fait, quand on a su qui était le propriétaire, donc c'était l'OPH d'Aubervilliers, on a fait la proposition de dire est-ce qu'on pourrait investir ce lieu pour faire un projet, sans nécessairement réfléchir quel est le projet. Mais il y a quelque chose à faire, sachant qu'ici au fort, on a toujours été un peu à l'écart du passage. La visibilité du coin. Donc très différent. On parlait avant de quel lieu, quelle configuration. Un terrain sur rue, avec un petit bâtiment existant, un sol très pollué à cause de son historique de station-service. Et du coup, ensemble avec l'équipe, une sorte de réflexion de qu'est-ce qu'on pourrait y faire. En fait, il y a un bâti qu'on peut peut-être rénover, et on avait réussi à acquérir d'un côté et avoir don de l'autre côté d'un certain nombre de containers de chez Bellastock et de chez Depuis 1920, qui étaient stockés au fort et qui n'ont jamais servi, mais qui attendaient une utilisation. Et du coup, avec Bernard, on avait imaginé qu'est-ce qu'on peut faire avec ces containers, quel pourrait être leur usage, quel pourrait être leur agencement. Et c'est à peu près à ce moment-là que... Mais c'est quand même fou, moi, je trouve. Ouais, t'es arrivé. Et aujourd'hui, on reconnaît même dans nos futurs projets ensemble certaines géométries d'agencement, de choses qu'on a découvert et appris là-bas, de qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui peut pas fonctionner. Ouais. En effet, du coup, les premiers travaux sur les containers, t'en as fait partie, hein, c'était ton initiation. Ouais. Je pense que le premier travaux, c'était la façade de la boutique de plantes. C'est ça. Ou de gratter le sol, bon bref, il y avait plein d'étapes avant, mais c'était la boutique de plantes, quoi. Aujourd'hui, avec du recul, ce projet qui malheureusement, pour des raisons politiques, du coup, n'a pas pu continuer ou se développer comme ça avait été prévu et convenu, c'était quand même un apprentissage et une expérimentation très intéressante sur les containers, en fait. Ah ben ouais. Les travaux qu'on a déjà fait dessus, les gruitages, les cales, les fondations, plein de choses intéressantes. Alors, après, on reviendra sur cette folle aventure qui nous attend avec les containers. Mais avant ça, j'aimerais te demander, 10 ans plus tard, je lis ma question parce que je l'ai très bien écrite. 10 ans plus tard, considères-tu avoir réalisé ton intention de départ que tu avais avec Thomas? Ouais, sans aucun doute. Waouh, excellent. Et qu'est-ce qui t'a le plus usé dans ce projet? Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes à partager. Le côté humain des projets comme les nôtres, et comme il y en a tant d'autres, être entrepreneur un peu à l'écart de peut-être comment c'est fait d'habitude, d'être dans l'innovation, d'être dans l'expérimentation, ça peut être un chemin relativement solitaire, ce qui est en parallèle avec un projet, c'est très social parce qu'on rencontre plein de gens, on accueille plein de gens, on découvre des nouvelles personnes, des nouveaux projets.
mais il y a très peu de références auxquelles on peut dire on fait comme eux ou on est comme eux. Donc tu te retrouves souvent à avoir l'impression de nager à contre-courant administrativement, financièrement, d'un point de vue de la perception des gens autour de soi, que ce soit dans le monde personnel ou dans le monde professionnel. Ça peut être usant. Ou alors ça peut être usant le cheminement personnel qu'il faut faire pour pouvoir être à l'aise avec ça. C'est-à-dire c'est presque genre en fait là c'est bon, en fait ça m'affecte plus parce qu'en fait j'ai compris que c'est difficile à comprendre, que c'est pas nécessairement comme beaucoup de gens ont dans leur monde ou comment eux voient les choses et qu'il faut pas non plus attendre la validation de ces personnes-là ou de son entourage pour savoir si on est sur le bon chemin ou pour suivre son intuition sur le projet. Ça peut être usant. Et clairement, l'inexpérience à la base, donc il y a 10 ans de travaux, de rénovation, d'aménagement physiquement, ça peut être assez usant. J'avoue que surtout quand tu fais pas nécessairement au début attention aux gestes que tu fais, aux équipements que tu utilises, à la protection que tu utilises, parce que tu te dis c'est pas grave, je mets pas de casque, ça fait juste du bruit 5 minutes, ou ça va parce que je suis costaud, je peux le porter. Et puis tu arrives 10 ans après, tu te dis à force de faire tout ça, t'as bien usé ton dos, t'as bien usé tes oreilles, etc. C'est des leçons, mais c'est usant. Physiquement, c'est... clairement, honnêtement, je pensais que tu allais me dire les racks de Michel, c'était le truc le plus usant. Il y a des choses qu'aujourd'hui, tu dis, j'aurais peut-être pas dû soulever ça tout seul, on aurait dû être à 4 plutôt qu'à 2. Mais je pense que c'est plus de l'inexpérience aussi qui est liée au changement radical de vie et de métier quand on a monté le projet. C'est-à-dire que tu passes d'une vie où ta routine, c'est tu te lèves le matin, tu vas au bureau, tu fais tes 8 heures, tes 9 heures, tes 10 heures, tu rentres chez toi et t'es libre et t'as tes week-ends, en fait. Ici, tu te rends compte, et maintenant tu le connais aussi, c'est pas qu'il n'y a pas de week-end, qu'il n'y a pas de temps libre, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lundi à vendredi et week-end. C'est un lieu, il vit, un lieu, il a besoin d'être entretenu, il a besoin d'être amélioré, il a besoin d'être sécurisé. C'est assez prenant. Et donc ça devient, en fait, en tout cas, ça c'est je pense, ta vision aussi de comment tu peux incarner le rôle d'un gérant de lieu ou porteur de projet de lieu. C'est que ça a besoin de cet accompagnement-là et ça dort jamais. Trop bien. Qu'est-ce qui, à l'inverse, t'a le plus nourri dans ces 10 ans ? L'humain. L'humain, les rencontres, les moments magiques, les souvenirs. Du coup, les connaissances, les relations, les amitiés, les leçons de vie, les échecs, les réussites, l'humain et après la richesse aussi de la diversité de nos activités. C'est-à-dire, moi j'ai appris plein de choses, que ce soit dans les travaux, dans la créativité, dans l'accueil. Puis tu évolues avec le lieu aussi, c'est-à-dire que en tout cas ça a toujours été comme ça chez nous, que ça s'améliore, on répare, on améliore notre parc outillage qui nous permet de faire des choses plus précises, plus belles, on a accès à des gisements plus intéressants qui nous permettent de nouveau de revoir certaines choses. On le voit avec nos containers, on le voit avec nos casemates, elles ont eu maintes vies pendant les derniers 10 ans, et maintes configurations. Donc t'apprends ce qui marche, t'apprends ce qui marche pas. Je pense que cette richesse-là, humaine et la diversité de travail et d'activité fait que tu t'ennuies pas. Tu manques pas d'inspiration, tu manques pas de nouveaux savoir-faire en fait. Donc ça te nourrit quoi. Oui, Ça te nourrit. Est-ce que tu es fier de là où t'en es ? Ouais. Après 10 ans, oui. C'est tout un cheminement, le concept de la fierté, mais après 10 ans de projet, quand tu vois, on en parle souvent, il y a tant de projets très chouettes, très intéressants, mais qui perdurent pas pour des raisons variées, conjoncture économique, Covid, personnel, financière, etc. Je pense que 10 ans, si après 10 ans tu es encore là, c'est qu'il y a quelque chose dans ce que tu fais qui fonctionne. Donc oui, fier, ouais.
fier de tout le monde qui a contribué, tout le monde qui a mis des pierres à l'édifice. Avec certains, on est encore en contact, avec d'autres moins, ça c'est la vie. Mais tout le monde qui est passé par ici a contribué à ce que ce projet perdure autant de temps, et que là, quand on en arrive à la fin, dans les mois à venir, en fait, on a une belle plateforme et un beau tremplin pour essayer ensemble avec toi, du coup, d'imaginer une... c'est pas une suite, c'est un peu une suite. C'est un deuxième tome, un nouveau tome. On va y venir à la fin, ce sujet, mais tu parlais beaucoup de leçons, et j'aurais aimé que tu nous partages c'est un peu cliché, mais les plus grandes leçons qui te viennent à l'esprit de cet entrepreneuriat ces 10 dernières années. Oser et pas avoir peur de l'échec. Et ça va ensemble avec expérimenter, c'est-à-dire il faut oser expérimenter, essayer des choses. Et il y a plein de fois où ça va pas marcher. Il y a des choses qui vont casser, des relations qui vont casser, des équipes qui vont changer, des matériaux qui vont évoluer. Mais oser en fait faire. Et que finalement les échecs, ils font mal, plus ou moins. Mais ça fait partie, c'est une partie fondamentale de l'expérimentation en fait. C'est comme ça que tu essayes des choses, tu apprends qu'est-ce qui marche pas, pour ensuite pouvoir revenir, réappliquer ta leçon, essayer d'améliorer ce que tu as fait, ou intégrer la leçon dans autre chose que tu fais. Donc en fait, si tu essayes pas et tu n'échoues pas, tu peux pas en fait avancer. Ok. Et justement là, tu te lances dans un nouveau métier. Métier. Ah ouais, carrément. La création de contenu. YouTubeur. Comment est-ce que tu visualises la transformation de Fort Récup et justement les prochaines étapes qui nous attendent? Ça fait un certain temps qu'on sait qu'il va y avoir une fin ici. Je pense que pendant un certain nombre d'années, cette fin, l'équipe, les gens qui travaillent, qui ont contribué ici, ont appréhendé un peu cette fin, parce qu'elle était floue dans le temps, floue dans les conditions, floue dans qu'est-ce qui vient après. Et il y a un moment donné où on s'est penché sur réellement comment on fait pour partir d'ici, où on va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qui a envie de faire quoi. Et donc, petit à petit, c'est formé un peu l'idée, une envie déjà ensemble avec toi, de prendre tout ce qu'on a pu accumuler ici en outils, en matériaux, en savoir-faire, en réseau, en relation, et de dire est-ce qu'on a envie d'en faire quelque chose. Donc oui, on a envie d'en faire quelque chose. C'est une chouette transformation, c'est un énorme défi. Mais le ressenti que moi j'ai quand je travaille sur cette suite avec toi, c'est qu'on est sur la bonne voie. C'est que les sujets sur lesquels on travaille sont pertinents. C'est que dans un monde où la connexion humaine est souvent de plus en plus déconnectée, l'importance d'un lieu pour rassembler des gens, pour réunir sa famille, pour réunir son équipe, pour créer des liens a de plus en plus d'importance. Et nous, on le remarque, et je pense que c'est ce qui nous nourrit aussi dans l'envie d'avoir ce lieu physique. Puis on a 10 beaux containers dans le jardin qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être transformés et convertis en blobspot. Ouais. C'est un point de départ génial pour un prochain projet. On en revient à cette idée d'activateur de lieu, mais en fait on va pouvoir débarquer ensemble sur un nouveau territoire avec des équipements qui nous permettent de faire plein de choses, qui nous permettent de s'adapter localement à plein de besoins, qui permettent d'embarquer plein de gens dans l'aventure ou mettre à disposition. Et puis voir où ça grandit, ça va être la responsabilité qu'on va se partager aussi d'imaginer une vision pour comment développer ce projet,
des activités qui nous parlent plus ou moins, des besoins locaux auxquels on peut peut-être répondre ou pas, notre communauté aussi, qui sera bien au-delà de juste une communauté locale physique, mais parce qu'on essaye justement de créer cette communauté aussi un peu en ligne, digitale, de gens qui peuvent être intéressés à des sujets qu'on traite. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu vois ta vie si tu te projetais dans 10 ans? Dans 10 ans, moi, j'espère que le Blobspot aura atterri sur un terrain d'accueil avec beaucoup de nature, avec une biodiversité qu'on aura accompagnée à être plus riche, plus sanctuarisée, plus précieuse, et qui encadre un lieu de travail et de vie dans lequel on pourra évoluer tous les deux avec d'autres gens qui se seront greffés à l'équipe, rajoutés au projet, des amis, de la famille, des collègues, des porteurs de projets, partageant une vision de comment un lieu comme ça peut perdurer dans le temps pour contribuer positivement, localement, d'inspirer beaucoup de gens. J'espère vivre dans un chouette container, ou deux, peut-être, d'ici là. J'espère que les activités qu'on portera, les artistes avec lesquels on aura travaillé, les artisans avec lesquels on aura fabriqué des choses, même que le territoire d'accueil, en fait, qu'on puisse avoir un impact réellement positif. Ça serait une belle vision des choses. Trop bien. Bah, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Je te remercie énormément et je parlais de ta carrière de youtubeur parce que cette vidéo et cette interview sera diffusée sur notre nouvelle chaîne YouTube Blobspot. On donne rendez-vous à nos abonnés tous les lundis à 9h et ça risque peut-être de changer un peu plus tôt pour notre tableau de bord et autres formats. Parce que je pense quelque chose qui te guide et nous guide sur la création de contenu, ce qui n'est pas nécessairement très intuitif pour toi à la base, c'est le fait de transmettre, de partager et de documenter notre travail. C'est surtout ça. Ouais, documenter et transmettre le fruit de notre documentation et les résultats. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voulais partager, ajouter à cette discussion? Non. Cool. Merci beaucoup. Sortir de sa zone de confort pour créer du contenu devant une caméra, ça fait partie ce qu'on disait, oser, l'échec, améliorer, répéter. Parce que t'as pas dit dans 10 ans, je vois bien que ma carrière de youtubeur elle est explosée aussi, t'en as pas parlé de ça. Non, mais je pense que c'est important. En fait, le lieu physique, c'est l'interface tangible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus loin, qui ne peuvent pas venir, ou qui ont plus de mal à être régulièrement chez nous, etc. Et en fait, qui ont tout autant d'intérêt de voir comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Donc en fait, l'effort d'essayer de transmettre ça de manière digitale, elle est hors de ma zone de confort, mais elle est importante parce qu'on a envie d'inspirer et on a envie d'embarquer des gens dans notre aventure. Donc, et que nous-mêmes avons beaucoup été inspirés d'autres projets qu'on n'a jamais visités pour le moment. Il y a plein de projets qu'on regarde, des contenus qu'on suit avec attention et qui nous nourrissent nous dans nos réflexions et dans nos idées. Donc, c'est ça qui est précieux. Donc c'est une des ambitions d'en faire partie aussi pour essayer de nourrir et d'inspirer d'autres gens. Trop cool. Et je te remercie aussi, Marc, pour cette opportunité de partager une aperçu sur 10 ans de Fort Récup. Avec joie. On est bon ? On est bon.